de saluer les téléspectateurs, avant de saluer mes comparses, mes amis, mes collègues, appelez-les comme vous le voulez, cette équipe de rêve, je voudrais qu'on passe une vidéo. Ne me jugez pas, c'est trop facile quand on ne sait pas. C'est trop facile quand on ne voit pas. Ne me jugez pas, ne me jugez pas. C'est trop facile quand on ne sait pas. C'est trop facile quand on ne voit pas. Ne me jugez pas. Ne me jugez pas. C'est trop facile quand on ne sait pas. C'est trop facile quand on ne voit rien. Ne me jugez pas. Petit trou. Oh, Ben, vous savez, quand je vois une émigration entière et puis je vois les populations ultramarines se mobiliser autour de cette chanteuse, c'est un concours quelconque, une radio crochet, comme on disait, télévision crochet, dont j'ai oublié le nom. Quand je vois ça, je me dis, ben, c'est bien parce qu'il y a une part de fraîcheur de ce peuple, de gentillesse et de douceur, de se mobiliser pour une cause, se mobilise pour une chanteuse. Firmin Richard, l'artiste et tout. Ben, je trouve ça excellent. Bonjour, madame. bonjour, ravi de vous retrouver et ravi tout particulièrement de retrouver Christian. Merci. Emmanuel. Bonjour Gérard, bonjour à vous tous. Bienvenue Christian. Merci bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'était pas là la dernière Pas là. fois, il était malade. Tu vois, il est en train de te refiler la grippe qu'il avait. Non, je l'ai déjà eu, donc c'est Ah, bon. on ne s'immunise pas de cette grippe. Elle est Ah ouais, c'est perfide, vrai, elle est terrible, perverse. terrible. Christian, ça va Ça va. Juste un petit mot, changement d'époque. Hein. On a été étudiant en France, les blacks étaient blacklistés, comme on dit. Aujourd'hui, il est extraordinaire que même dans le chant choral, dans le chant liturgien, il y a aussi une production. Je vais faire un titre à Di Falco, et c'est extraordinaire ce qu'il fait. Vous voyez le nombre de voix qu'il y a qui viennent des Outre-mer et qui aujourd'hui enrichissent la culture française et francophone. Absolument. C'est bien. Protocole Vichy, les contrôles ont commencé. Il dit, explique-nous ça un petit peu. La blague, je suis désolé, Gérard, je suis contraint. La blague qui court, c'est de savoir qui contrôle. Parce qu'on nous dit les contrôles ont commencé, mais en réalité, je suis persuadé que ce contrôle, c'est une opinion personnelle, Oui. avant que je développe, n'est pas réel. Et les contrôles qui sont faits essentiellement dans les hypermarchés devraient amener au constat qu'il y a des prix qui sont extraordinairement élevés et des prix qui ont évolué entre le moment où le mouvement du Airprac a commencé et aujourd'hui. Mais ce qui est regrettable, c'est que ces prix ne sont pas contrôlés dans toutes les structures alimentaires. Et je voudrais rappeler un certain nombre de chiffres ici. Il y a 865 points de vente de produits alimentaires en Martinique. Alors les gens vont dire, mais ils sont où? Je vois déjà la tête d'un certain nombre de nos observateurs. Pas la tienne, parce que la tienne est renseignée. Les gens dans la télé, ils disent, mais c'est du n'importe quoi. Il y a 7 hypermarchés. Il y a 63 supermarchés. Le reste, ce sont des petites surfaces, supérettes, de moins de 100 mètres carrés, pour la plupart, où les prix ne sont pas de 40% plus élevés que les prix métropole, mais entre 80 et 100%. OK? Et c'est là que l'essentiel des Martiniquais font leurs courses. On n'en parle pas. Et surtout, il n'y a pas de contrôle de prix. Donc, j'ai bien l'impression, désolé Gérard, hein, mais il fallait quand même que je le dise. Mais pourquoi tu te lamentes auprès de moi? Non, parce que je ne vais pas être très auprès du peuple martiniquais, pas je auprès de vais moi. pas non, mais c'est ça le problème, c'est que je ne vais pas être très technique, mais je voulais souligner que
les contrôles qui vont être mis en place sont une aberration par rapport à ce que La devrait réalité être économique. la réalité économique. Il faut en parler. Et puis, deuxième petit sujet, si tu permets, dans ces contrôles. La problématique est la suivante, celle de la sanction. Quand vous avez 6000 références dans un magasin et qu'on trouve, par exemple, jusqu'à 150 problématiques, on fait quoi? Eh ben, on fait un PV et on vous dit de réparer. Mais tous les types qui ont acheté pendant la semaine où il n'y avait pas de contrôle et qui se sont fait avoir, on va les rembourser? Jamais. Donc en réalité, ce mode de contrôle et la structure même du contrôle sont inopérantes. Par contre, taper au portefeuille, comme on le fait sur d'autres secteurs, notamment sur les secteurs sur les ententes illicites, on devrait associer les sanctions, en fait, égaliser et les sanctions entre l'entente illicite et puis la dérive sur les prix. Comme ça, les hyper, surtout, ne seraient pas tentés de changer les tarifs. Vous savez qu'un hyper peut changer les tarifs dans une journée. Parce qu'aujourd'hui, les tarifications sont électroniques. Donc, l'idée, c'est de faire du chiffre d'affaires avec une fixation du chiffre d'affaires dans une journée. Donc, vous pouvez baisser un certain nombre de produits et vous avez une IA, une intelligence artificielle, qui calcule combien les autres prix doivent être augmentés. Donc, en fait, les types qui nous promettent des contrôles pour dire « vous verrez, ça va changer », ils se foutent de nous. Alors, il y a la DGCCRF, Voilà, Direction de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, qui a les agents en Martinique. Il y a les agents de la concurrence et de la consommation et de la répression des fraudes, que l'on connaissait, parce qu'il faut, c'est le principe des Français. Toutes les 10 ans, 15 ans, ils changent le nom des choses. Ils changent le nom des juridictions, ils changent le nom des services. Il faut changer les cartes de visite. La forme et tout, donc ça fait le commerce. Donc ça s'appelle la CCRF. Et puis il y a la DITS. La DITS, c'est la Direction de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. Ça doit occuper, outre-mer, ça doit occuper bien 150 à 200 personnes. Un peu plus. Il y a 11 territoires. Hein. Et ça aura au moins cette utilité. C'est beaucoup plus sévère que moi, là. de travailler. Et tu as vu le montant des amendes? Oui. C'est une plaisanterie. Mais ce que je pense, ce que je crois, c'est qu'effectivement, le sujet, la question des ententes illicites, il y a du travail à faire. RNT, Guadeloupe, l'amende qui a été donnée, je pense qu'il y a du travail à faire. Mais en ce qui concerne le contrôle des prix, c'est le consommateur. Les Martiniquais sont très intelligents, ils savent très bien où aller acheter. En tous les cas. Mais juste sur la question du contrôle, il a été dit beaucoup que l'État ne contrôlait pas suffisamment. Donc on ne peut pas lui reprocher aujourd'hui d'envoyer ses agents sur le terrain. Oh, non, mais personne je dis simplement. Voilà la raison, l'une des raisons pour laquelle il... Non, mais contrôle qui? C'est ceux qui sont le plus attaqués. Donald Trump déclare que les pays européens seront soumis à des droits de douane. Alors, le moins que l'on puisse dire, c'est que l'élection de Donald Trump bouscule le monde de façon extraordinaire. Et bien malin serait celui qui pourrait dire de quoi sera fait demain. Ouais. Dans un premier temps, Trump, il affiche protectionnisme. Il demande de venir investir aux États-Unis. C'est plus le moment où on allait tous investir en Chine, vous vous rappelez. Aujourd'hui, il dit venez investir aux États-Unis. Je vais mettre en place des tarifs douaniers pour contrecarrer le commerce chinois, pour contrecarrer l'Europe aussi. Et c'est extraordinaire quand même, parce que l'Europe, depuis les guerres 39-45 et 14-18, l'Europe est assujettie aux États-Unis. Aujourd'hui, Donald Trump, il ferme la porte, manifestement. Et vous voyez comment les rédactions sont un peu paniquées en Europe aujourd'hui. Donc, Donald Trump, il estime que le déficit vis-à-vis de l'Europe est de 350 milliards en défaveur des États-Unis. D'autres chiffres parlent de 151 milliards. Où est la vérité? En tout cas, ces orientations sont très nettes. Il considère aussi que l'Europe n'achète pas les voitures américaines, n'achète pas les produits agricoles américains. Il oublie de parler d'un secteur qui nous concerne, c'est l'art et le spectacle, parce que les États-Unis exportent de manière magnifique, dans le cinéma, par exemple. Voyez. Et aujourd'hui, il menace bien évidemment la Chine, les États-Unis, le Canada, en tout cas de droits de douane. Alors, il y a des décisions fortes aussi de Donald Trump. Il bouge sur les accords internationaux, l'OMC, par exemple. Il bouge sur l'OTAN. Vous voyez, et ça provoque un certain nombre d'interrogations, parce que l'OMS, notamment au niveau de la santé, l'orientation de Donald Trump, c'est de tirer toutes ces billes dans ce contexte. Donald Trump, ce sont des décisions fortes, accord sur le climat,
il boycotte l'OTAN, et je l'ai dit. Donald Trump, c'est des orientations aussi qui sont inquiétantes. Le Groenland, aujourd'hui, on parle véritablement du colonialisme de Donald Trump vis-à-vis du Groenland. Le golfe du Mexique aussi, qu'il dit, c'est le golfe de l'Amérique. Le canal de Panama, c'est le canal de l'Amérique. On se demande, au bout de 4 ans, qu'est-ce qu'il en restera, en tout cas. Et puis, des curiosités. Alors, il semble effectivement que les produits chinois sur le marché américain ne dépassent pas 3%. Vous voyez, donc il y a quand même des... Rapidement. Voilà. Et sur 10 voitures aux États-Unis, 7 seraient américaines, 2 japonaises et 1 européenne. Donc, les Chinois ne vendent pas de voitures aux États-Unis. Ouais. Donald Trump, c'est aussi des nominations qui posent problème, qui sont fragiles. Vous savez qu'il a nommé tous ses amis ambassadeurs, Ah oui. ses parents, sa famille, sa belle-fille. Donc, ce sont des gens qui ont été nommés sans aucune compétence, manifestement. Alors, qu'est-ce que ça va générer? Bien malin ce qu'il veut le dire. Est-ce qu'il sera rattrapé par la réalité? Parce qu'aujourd'hui, il dit aussi qu'il va mettre 13 millions de gens dehors, hein, d'immigrés. Et il y a des économistes qui posent déjà la problématique sur le marché intérieur, effectivement, les répercussions sur le PIB. Donc, beaucoup de bruit, beaucoup de turbulences. Un changement manifeste, mais pour quel avenir, bien malin serait celui qui pourra dire. Dès le lendemain de son investiture, il a pris 40 décrets. Il a quasiment supprimé tout le système Biden. 40 décrets qui étaient préparés, dont la fameuse compilation d'extrême droite là, dont il niait l'appartenance. Bon, moi je pense que tout ça, ça va descendre comme un soufflet. Mais il y a une nouvelle réalité, c'est que la radicalité aujourd'hui semble payer dans le monde. Oui, j'ai c'est l'impression. Enfin, Alors- pour qui, on ne sait pas. Oui. Bah, Mais bah, en voilà. fait, semble payer pour, en tout cas, ceux pas qui pour sont à les la plus- tête. Pas pour les plus pauvres. Peut-être, certainement Alors, pas. on a vu qu'il n'y a pas selon il dit, il n'y a pas de contrôle réel, effectif. Maintenant, il y a une loi tu vas nous en parler. Tu ne dis pas que c'est une loi bidon. Oui. Ah bon, voilà. Alors, allons dire la vérité aux gens. Ouais. Présente la loi quand même, de Mme Bellet, Non, Béatrice je Bellet. vais la présenter après. Ah d'accord. Parce que si je la présente, les gens vont dire, on a déjà entendu ça quelque part. Non, c'est un exercice politique. Et c'est ça qui nous intéresse dans cette émission, c'est la subtilité des choses. Très évident. Très bien. Cette loi est présentée par le Parti socialiste pour que le gouvernement puisse éviter d'être censuré. Donc, on fait plaisir au Parti socialiste et en particulier à Mme Bellet en disant, oui, effectivement, vous allez voir, nous allons vous soutenir. En fait, le gouvernement n'a pas soutenu, il n'a pas empêché. On est d'accord? Puisque ce fameux bloc central n'a pas voté cette loi, ils se sont abstenus gentiment. Et l'idée, c'est que cette loi permet au Parti socialiste de montrer un petit peu ses biceps et d'imposer un certain nombre, on va dire, de changements au gouvernement de M. Bayrou. Parce que si les socialistes se mettent à voter la censure avec le Rassemblement national, il y a de fortes chances que ce gouvernement soit éliminé. Par contre, si les socialistes, même si le Rassemblement national vote la censure, si les socialistes s'abstiennent ou votent contre la censure, le gouvernement tient. Donc les socialistes sont au cœur de la stratégie. Bon, maintenant revenons sur la loi. Il y a 2 contenus, grosso modo, dans cette loi. Il y a une loi sur les concentrations d'entreprises, c'est bien ça. On ne peut pas avoir dans un territoire des entreprises qui vont posséder plus de 25% du marché. Déjà, il faut s'entendre sur le mot marché. C'est 25% de quoi? Du chiffre d'affaires, des clients, du territoire. On ne sait pas. 25%. Il y aura des décrets. De part de Il y aura des marché. décrets d'application. Ouais, non, mais alors, c'est une idiotie totale, bien évidemment, parce qu'il y a des secteurs. Prenons un secteur stratégique qui est celui de l'énergie, de la production. Donc, en fait, il y a la SARA qui a 100%. 100%. Donc, on va faire 4 petites SARA. C'est bien ça? Bon. Sauf s'il y a une liste. Évidemment, elle va être très longue. D'exclusion de secteurs. Par exemple, dans le gaz, il y a Air Liquide, et puis il y a un petit jeune là qui a monté une boîte. Donc, Air Liquide a 70, et le petit jeune, il a 30%. On fait quoi? On l'oblige à vendre. Le cinéma. Bon.
Il y a des... Bon, Oui, oui. Ah oui, le une- cinéma. le cinéma, mais c'est une idiotie totale. Ressenti. Ok, c'est une idiotie totale, mais c'est pas grave, ils vont s'en rendre compte une fois. Au pied du mur. Le Sénat va. Oui, le Sénat va éliminer ça rapidement. Bon, bref. Et puis il y a un autre truc qui lui est un peu plus intelligent, mais sur lequel il y a une vraie réflexion, c'est le BQP. C'est, enfin, grosso modo, le blocage des prix, c'est-à-dire les prix administrés. Là, je suis un peu plus fan, mais pas comme ça. C'est pas comme ça qu'on fait. Parce que ça, évidemment, vous imaginez bien que les fameux distributeurs, ils nous ont déjà planté une première fois les premiers boucliers. Alors, les prix en question, on les met, les produits concernés, on les met tout en bas. Donc, mamie est obligée de se pencher pour aller prendre la boîte de sardines à 0,15 €. Mais surtout, on organise les ruptures de stock. Vous dites, oui, mais ça existe, hein, mais les gens... Il n'y a plus. Il n'y a plus. Il faut tout acheter. C'est une plaisanterie. C'est une plaisanterie. Non, là où il y a une vraie idée, il y a deux lois enfin, il y a deux mesures qui auraient pu être contenues dans cette loi. Et bon, un certain nombre de gens dans l'économie martiniquaise la partagent. La première, c'est que le gouvernement tienne ses promesses de taper sur les exportateurs français et européens sur ce fameux prix export qui ne devrait pas exister. Il n'y a pas de prix export, nous sommes des Français. Nous considérer comme des territoires d'exportation, c'est déjà un scandale. Avoir des statistiques d'exportation. Est-ce qu'il y a des statistiques d'exportation sur Marseille? OK? Mais nous, on considère qu'on est Marseille. Donc, il n'y a pas de statistiques d'exportation à avoir, donc il n'y a pas de prix export. Et qu'est-ce Ok. que ça changerait qu'il n'y ait pas de prix export Par annoncé comme exemple, étant prix ben, export? par exemple, le type qui fait Nutella, c'est l'exemple que j'ai repris le plus souvent. Le type qui fait Nutella, il dit, quand je vends à une plateforme qui est à Juvisy ou à Gennevilliers, je vends le pot de Nutella au distributeur, Oui. 3 €. Quand je vends à un type qui est installé à Fort-de-France, je lui vends 6 €. Je m'en fous du prix qu'il va le revendre au noir. Tu sais, il l'achète 6 €. Ben, un type qui achète en tout cas 6 € le de toi, ben, il te le donne à 12 €. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? OK? Donc déjà ça c'est un vrai scandale. OK? Parce que là, il y a des marges sympathiques. Personne n'en parle. Bon. Et puis la deuxième mesure, c'est de dire pourquoi nous serions obligés d'acheter en France. Eh bien, messieurs, vous êtes obligés d'acheter, pas forcément en France, Pour mais les en normes, Europe, pour les normes. pour les normes, OK? Le pot de Nutella, l'étiquette doit être comme ça. Et puis, il faut que ça soit écrit en français, en belge, enfin, je raconte n'importe quoi. Donc, je ne peux pas acheter le même pot de Nutella au Suriname. Non, monsieur. Voilà. Pourquoi ces deux mesures-là ne sont pas dans la loi? Très bien. Les gens qui ont pris cette loi, qui ont construit cette loi, n'ont évidemment pas pensé à nous. Ils ont pensé à leur survie à l'Assemblée nationale. Oui. Je trouve que c'était bien traité. C'était pessimiste, mais c'était bien. Je te remercie. Jingle, société. On ne s'est pas beaucoup occupé de Trump, ni non plus des élections américaines, mais là, maintenant, il faut prendre ça au sérieux parce que Bouglala, comment M. Musk, parce qu'on allait parler de lui, chuchote ces folies, ces lubies à l'oreille de Trump. On en laisse tomber l'Europe et tout ça, mais c'est les lubies de Musk. Et puis le milliardaire et Trump en général. Voilà. Oui, le Jiminy Cricket de Trump, cette Oui. petite voix qui susurre à son Oui, oreille son et puis oreille. qui l'oriente. En réalité, ce sont les mêmes, Trump et Elon Musk. Ce sont deux ultralibéraux donc, qui se retrouvent. Et alors, Musk, c'est l'homme le plus riche du monde. Il a des affaires extrêmement répandues. Et ce qui choque, c'est qu'il se sert de cette proximité politique avec l'homme le plus puissant du monde, d'abord pour en servir ses propres intérêts. Donc c'est là qu'il y a quelque chose d'extrêmement choquant que Musk, finalement, en susurrant à l'oreille de Trump, en réalité, avant de servir les intérêts de l'Amérique, sert les intérêts de ses entreprises. Parce que c'est un ultralibéral et que rien ne doit entraver ses capacités d'entreprendre, ses bons coups, ses grands deals. Le deal qui est un mot trumpien, eh bien c'est la même approche qu'a Elon Musk. La deuxième chose, c'est que les deux, ce sont deux personnages qui
qui ont de grandes convictions, et en particulier sur la liberté d'expression, qui est une liberté sans aucune entrave, sans aucune limite. Et on peut très bien s'exprimer, y compris jusqu'à dire des énormités qui peuvent être dangereuses. Ça, c'est le principe américain. Eh bien, l'un et l'autre sont pour une libération absolue de cette liberté d'expression. Et Elon Musk, il dispose d'un média qui s'appelle X, dont le succès repose sur cette volonté extrême. Et d'ailleurs, une de ses premières mesures, ça a été de réintégrer Trump, qui avait été exclu de X. Et là, il fait un double coup formidable. Il redonne de la valeur à son média et il valide, il appuie cette vision stratégique de liberté d'expression absolue. Et puis le troisième point, ce sont deux personnages qui sont ce qu'on appelle des disruptifs, c'est-à-dire leur manière d'aborder le monde, c'est de rompre avec les règles établies, c'est de discréditer toutes les organisations qui peuvent être des contrepoids. Et donc, ce sont des gens qui passent à la sulfateuse, les grandes organisations mondiales, et qui bouleversent les règles. C'est pas étonnant que les accords de Paris ont été radiés. C'est pas étonnant que la plupart des décrets qui ont été signés consistaient finalement à démonétiser tous les accords multilatéraux. Ce sont deux personnages qui n'aiment pas le multilatéralisme, c'est-à-dire la relation basée sur des consensus ou sur des compromis, mais plutôt sur des deals directs. Ce sont des hommes d'affaires, en fait, l'un et l'autre. Et donc, aujourd'hui, si Trump veut démolir l'Europe, c'est pour pouvoir reprendre la main pays par pays et servir ses visions. Et donc, tout ça, on a deux personnages qui sont assez proches et qui, finalement, avancent de pair, avec des conséquences que l'on verra, mais qui sont quand même importantes, parce que derrière ce tandem, il y a un qui est élu par le peuple, qu'on le veuille ou non, donc qui porte une vision, et puis il y en a un autre qui, lui, s'accroche à cette élection pour servir de ses intérêts et pour mener des combats dont les répercussions iront bien plus loin que le simple succès des affaires. Parce que et Trump l'a bien compris, il utilise Musk pour avoir à bon compte des armes pour mener des guerres hybrides contre la Chine. Ça, c'est le combat des réseaux sociaux. Pour mener des combats spatiaux. Trump a, par exemple, défini comme objectif, à travers Starlink, d'aller sur Mars, avec SpaceX, d'aller sur Mars en 2030, je crois. Donc, ce sont des aventures qui relèvent de l'État, mais qu'il va sous-traiter, qu'il va laisser faire par un privé qui aura des pouvoirs démesurés pour mener ses ambitions. Donc voilà, il faut regarder ça avec beaucoup de circonspection. On a l'impression que la notion de conflit d'intérêts n'existe pas. Une double question, c'est premièrement savoir si à un certain moment, si ça ne va pas exploser entre eux, parce que c'est deux personnalités très fortes. Et puis aussi, comment le peuple américain, à la longue, va... Daniel, je t'ai interrompu. Vas-y, tu disais. Non, je disais qu'on a l'impression que la notion de conflit d'intérêts n'existe pas là. Non, ça n'existe pas en Amérique. Non, mais on constate. Enfin, oui, ça bon. Mais à un moment donné, on avait l'impression qu'il y avait un semblant. Eddie ? Il ne faut quand même pas laisser nos téléspectateurs penser que tout ça se fait très facilement. Plusieurs enquêtes de la justice américaine viennent d'être lancées à l'encontre d'Elon Musk. Parce que Elon Musk, des crocodiles vivent ensemble dans une espèce de mare. Il y a plusieurs crocodiles. Hein. Et il y a des crocodiles qui n'aiment pas Musk. Oui, okay, il y a des gens, voilà, il y a des gens qui ont été floués, trompés par Musk. Et aux États-Unis, ce qui prime, c'est le fric. Et la justice va traiter Musk de manière particulièrement attentionnée dans les semaines qui viennent. On parlait de justice et d'intérêt glauque. Le narcotrafic à Marseille, un défi colossal. Mais avant ça, il n'y a pas de jingle, non. Vas-y. Oui, à vrai dire, on est toujours dans un monde qui est un monde particulier. Donc, on est passé des États-Unis au narcotrafic. Je dirais que nous avons déjà un aperçu, nous, en Martinique, de ce que peut être le narcotrafic. Mais Marseille est un exemple qui est un exemple parlant. Alors, Marseille, c'est 873 000 habitants. Et on entend souvent dans les médias qu'il y a des interventions et qu'il y a des guerres de gangs. Il n'y a pas qu'en Haïti que ça existe aussi à Marseille.
Et notamment, il y a deux gangs De chefs qui sont Yoda et DZ Mafia. Mais c'est vraiment un combat à mort. Et donc, DZ Mafia a pris le pas sur Yoda. Et on a arrêté dernièrement un chef au Maroc, l'un des chefs du gang, du clan Yoda, et qui a été cette semaine extradé du Maroc. Mais qu'est-ce que ça, une fois qu'on a dit ça, on a dit les chiffres, d'abord, ça pourrit la vie des habitants, les quartiers. Ensuite, au niveau de la justice, puisque c'était ça le thème, il y a une telle augmentation, 40% au niveau des interpellations entre 2024 et 2023. Il y a une augmentation de 40% du nombre d'interpellations. Qu'est-ce que ça a comme conséquence? Ça veut dire que ça bloque le système de justice. Parce que déjà qu'ils sont en sous-effectif, quand on a une augmentation de contentieux, ça veut dire qu'au niveau pénal notamment, donc l'essentiel de la juridiction est focalisé sur ces dossiers-là et qu'on ne peut pas traiter les autres. Donc ça veut dire qu'il y a des personnes qui sont pénalisées. Et ce n'est pas exponentiel le nombre de magistrats, même si on sait qu'il faut mettre plus de policiers, mettre plus de gendarmes, mettre plus de greffiers, mettre plus de procureurs, augmenter. Mais la réalité, c'est qu'il y a un tel développement que c'est vraiment pénalisant. Et c'est pénalisant pour... je prends un exemple. Une femme dont on ne paye pas la pension alimentaire. Elle porte plainte, c'est un délit pénal pour abandon de famille. Eh bien, on ne va pas traiter son dossier, multiplié par X. Et autre conséquence, on a il y a quelques jours, il y a 2 jours, le préfet de police de Marseille et le procureur de la République ont tenu un point presse justement sur la question du narcotrafic. Donc, ils parlaient justement de l'augmentation des interpellations. Mais il disait que 2 choses. On peut considérer qu'il y a des choses encourageantes, par exemple, ce qu'ils appellent les narcomicides, parce que maintenant il y a un terme, les narcomicides. Ils ont diminué. Il y en avait 43 en 2023, il n'y en a plus que 29 en 2024. Donc ça, c'est encourageant. Par contre, ce qui est inquiétant, c'est l'augmentation des mineurs dans la commission des infractions. C'est-à-dire qu'avant, c'était eux qui étaient dans les coins, dans les quartiers, qui étaient les guetteurs. Ben, ils ont monté dans la hiérarchie. Et ils ont de plus en plus, on les charge de missions, et notamment, et ce qui est le plus grave, c'est au niveau des narcomicides. En octobre, c'est un jeune de 14 ans qui a tué quelqu'un. Et c'était commandé, hein, c'est commandé. Et pour la cellule de la cellule d'une prison. Et ce n'est pas par hasard, c'est très calculé d'avoir recours à des mineurs, c'est parce que les mineurs sont moins condamnés. Donc par conséquent, de façon délibérée, les boss du narcotrafic décident d'utiliser plus les femmes et les enfants. Il y a aussi une augmentation du nombre de femmes impliqués dans les narcotrafics. Moi, si je voulais dire, je voulais reprendre une expression. Lorsqu'il y a eu quelques années un documentaire sur le cancer, en disant en voyant la recrudescence, et le documentaire, c'était « La guerre est déclarée ». Ben, moi, je pense qu'il faut dire, s'agissant du narcotrafic, la guerre est déclarée pour pouvoir s'en donner les moyens. C'est très vrai. Comme on a gagné du temps, je vous ai un petit peu hâté pour les sujets. Je vais prendre votre avis à tous, vous demander votre opinion. Est-ce que vous croyez qu'avec ces problèmes que la France arrive difficilement à résoudre sur l'Hexagone, le territoire national, qui vont régler le problème pour nous réellement ici? Est-ce que vous pensez que... Alors, tu parles du narcotrafic ou en général? Non, ici, le narcotrafic et les retombées du narcotrafic. Alors, ici, parce que ça ne passe pas comme ça, de façon innocente, ça laisse des traces. Je pense qu'ils sont un peu obligés, s'agissant du narcotrafic, hein, parce que pour arriver dans l'Hexagone, ça passe par ici. Et donc, par conséquent, normalement, s'ils veulent que le territoire hexagonal soit moins touché, il faudrait qu'en amont, on puisse arrêter. Donc, donner les moyens. Scanners dans les ports, dans les aéroports, vedettes, tout ce qu'ils ont promis et qu'on n'a pas encore vu. Mais donc, ils veulent avoir moins de problèmes. Alors, les narcotrafiquants, on sait que s'ils vont là où c'est plus facile, donc ils ont considéré que la place était facile.
Bon, si ça se durcit, ils vont chercher ailleurs. Ma question plus précisément est de savoir si, quand ta barbe brûle, parce que ce n'est pas nos voisins, ta barbe brûle comme ça, tu peux t'occuper de ton lointain voisin Parce qui est que c'est toi outre-mer. aussi. En fait, ta barbe arrive jusqu'à nous. Ah, Emmanuel, Oui, 60% de la cocaïne consommée en France passe par chez nous. passe par chez nous. Ça veut dire quoi? Il ne vous a pas échappé que le gouvernement Bayrou a nommé 3 cadors dans les ministères, Darmanin, Retailleau et Valls, qui sont tous les 3 des grands régaliens fervents, autoritaires. Et je pense que la volonté, une fois que le budget sera passé, j'imagine que la stratégie, c'est de s'occuper fondamentalement du narcotrafic, qui a d'ailleurs été annoncé au niveau national comme étant une priorité. Et cette lutte va replacer les Antilles françaises au cœur du dispositif français, parce que on est complètement la porte d'entrée naturelle, et donc on risque de se retrouver avec des moyens. Là, je commence à faire des hypothèses, Ben oui. avec des moyens C'était ce que je voulais vous bien demander. plus importants, Pour régler le problème. parce que c'est un problème national qui sera réglé chez nous. Eddie? Ben, moi, j'y crois pas du tout. J'avais en face de moi une autorité importante de l'État français en Martinique et je lui disais, mais qu'est-ce que vous attendez pour assécher le trafic? Il m'a dit, Monsieur Marajo, si j'assèche le trafic, c'est moi qui vais mettre les 400 millions De dans profit. l'économie. Le profit fait par le Ouais, passage ici. oui. Ici, les Martiniquais, la valeur exportée, c'est 2,8 milliards d'euros. Nous, on prend entre 10 et 15% de commission. Pour le Pour transit, ouvrir, pour le passage, pour ouvrir les portes mettre- du mettre dans conteneur, le mettre les conteneur, sacs. mettre dedans, Voilà. c'est Et payé. les gens qui font ça touchent entre 30 000 et 100 000 euros par ouverture de conteneur. Ouais, N'oubliez- et n'oubliez- ça rentre dans l'économie. et ça, oui, ça rentre dans fait- ça l'économie. fait- Ça fait un certain nombre Tourner de gens la- vivent. la Donc, machine. l'État français dit, si j'assèche le truc, je dois mettre 400 millions À la place. d'euros à la place par an. D'accord. Il dit, Christian. Heidi, Alors, moi, je suis un peu, comment dire, très naïf. Parce que, non, mais je veux dire que j'ai du mal à imaginer comment la drogue sort de là où ça sort, passe par chez nous, non, mais qu'à ça et puis qu'à passe. Hein. et puis qu'à partir. OK? Est-ce que c'est nous qui consommons? Enfin, j'exagère un peu, mais je veux dire, j'ai du mal à concevoir cela. Et vous savez qu'aujourd'hui, nous, les Antilles, on a une vision d'être une plateforme, une plaque tournante de la drogue. En réalité, qu'est-ce que nous y faisons? Qu'est-ce que nous y gagnons? Enfin, je sais Je que te tu as donne donné un les chiffre. chiffres. Oui, les chiffres. mais en tout Mais état de cause, il faut qu'on en tout s'écoute état de réciproquement. cause, non, mais je comprends, mais en tout état de cause, c'est un problème qui est vraiment interpellant. Et je ne sais pas, moi, quelle est la position aussi de nos élus dessus? Est-ce qu'ils ont une capacité de attends, faire? La question est de savoir, je sais est-ce pas, que ouais. tu crois qu'avec les problèmes qu'ils ont réglés chez eux, là, dans leur banlieue marseillaise, est-ce qu'ils non. auront la possibilité ici Non, bon, non, c'est clair. Daniel a un avis qui me semble assez logique et rationnel, c'est qu'ils vont se sauver eux-mêmes en se disant que Oui, ben, là, on va passer oui, par là, oui. alors mettre ce qu'il faut comme radar, etc. Ça, Ils c'est vont cohérent. se sauver de quoi? De récupérer des milliards d'euros de contributions économiques? Bon, mais de toute façon, aujourd'hui, le match est terminé. Balle au centre, match nul, score 4-4. Culture, un petit jingle. Dans culture, si tu veux. Ouais. Oui, absolument. Manuel, tu as la parole pour Ton me plaisir rappeler culturel. Daniel, je fonds joue quand Oui, alors tu m'as demandé de réagir sur une tribune qui a été, Ah oui, voilà. publiée par Contact Entreprise, intitulée Yupaka Voyewosh à Absolument, Mango absolument, qui pas absolument. capoté. Et c'était donc une tribune, je ne sais pas si les téléspectateurs l'ont lu, assez bien rédigée, assez fine dans sa forme, et qui au fond rappelle quelques grandes vérités qu'on a tendance à oublier. La première, c'est que la richesse qui existe et dont on dispose dans un territoire ne provient que d'une source, c'est l'entreprise. Il n'y a qu'elle qui, par principe, crée de la richesse. Ensuite, cette richesse est répartie par les impôts, etc., et sert à financer les services publics, la santé, l'éducation, etc. Mais on a tendance à oublier que la mamelle première, ce sont les entreprises.
Donc, cette tribune le rappelle très bien. La deuxième chose que cette tribune rappelle, c'est que, par principe, si on considère qu'un pays doit avoir des couvertures sociales importantes, d'avoir une éducation importante, d'avoir un système de sécurité performant, il faut que ces entreprises soient performantes et il faut qu'elles fassent du profit. Le profit qui est aujourd'hui pointé du doigt comme étant quelque chose de très mal élevé, c'est en fait quelque chose d'essentiel. C'est essentiel pour 3 raisons, parce que sans profit, l'entreprise ne peut pas se pérenniser, donc perdurer dans le temps. Elle ne peut pas se développer, donc faire des paris de développement, et elle ne peut pas investir et embaucher. Et donc, le profit est quelque chose qui est fondamentalement nécessaire. Bon, ensuite, il y a les abus de profit, les profits excessifs, ça c'est un autre volet. Mais il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain et rappeler que faire du profit est quelque chose d'essentiel et d'important. Alors, une fois qu'on a dit ça, c'est vrai que cette chronique rappelle qu'en Martinique, comme en France d'ailleurs, la réussite est quelque chose de, par nature, suspecte. Et d'une certaine manière, c'est tellement suspect que quand on veut trouver un responsable de nos malheurs, parce qu'on a forcément des malheurs quotidiens dans tous les pays du monde, on en a ici aussi, eh bien, le premier réflexe, c'est d'identifier un responsable, et souvent, on va le chercher chez celui qui produit la richesse. Donc, on va chercher ce responsable dans le monde de l'entreprise. C'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui de manière très évidente. Et elle conclut cette tribune en disant les attentats, alors j'aime bien cette phrase, les attentats contre l'esprit d'entreprise, contre l'audace, contre la valeur travail, contre le talent entrepreneurial, constituent année après année les bases d'un incroyable suicide collectif. Je pense qu'il faut méditer cette phrase parce qu'elle remet un peu l'église au milieu du village. Est-ce qu'on peut imaginer une société sans lieu de production de, je ne vais pas dire richesse, parce que c'est un gros mot. Richesse, profit, ça fait peur. Mais de produire des salaires pour payer les gens, comme ça. Oui, ça c'était il y a 25 000 ans. Ouais. Mais nos Pas-de-Calais est bien loin. En tous les cas, on va rester quand même dans ce contexte plus culturel. Jingle pour la culture. Ali qui a collaboré un moment avec nous, c'est un garçon original. Quand il ne sort pas un livre, il sort 2 livres. Blogodo a dit c'est moi le plus fort, c'est moi le meilleur, mais c'est vrai que c'est du bon boulot. Allez, vas-y. Oui, alors Serge, comme tu dis, que nous connaissons, rappelons quand même, hein, professeur d'histoire et géographie, qui a été journaliste, notamment sportif, et qui a déjà sorti 2 ouvrages, CTM et Timilad. Et là, il sort donc 2 ouvrages. L'un s'appelle Césaire, la lettre. Et en fait, il s'agit de la lettre que Aimé Césaire a adressée au secrétaire général du PCF en octobre 1956 pour démissionner du PCF. Alors, juste 2 minutes, parce qu'il y a beaucoup de personnes à qui ça ne dit rien. 1956, à l'époque, il n'y a pas de parti autonome. Le PCF a des fédérations dans les différents outre-mer, on va dire ça. Et le PCF lui-même est inféodé à Moscou. 1956, rappelons, parce que c'est important, Staline est mort, ça fait 3 ans. Khrouchtchev a sorti en février 1956 un rapport qui dénonce les crimes de Staline, il n'y a pas d'autre mot, et le fonctionnement absolument antidémocratique des partis communistes. Il y a eu en 1955 la conférence de Bandung où les pays ont créé les pays non alignés. Donc il y a un contexte de décolonisation qui fait que Aimé Césaire, il dit « Moi, le PCF, vous n'avez pas de pratique démocratique dans le fonctionnement, vous ne nous permettez pas, nous, fédérations, qui plus est dans des pays colonisés, d'avoir un fonctionnement qui corresponde à nos intérêts. Il y a une différence de nature entre les hommes de couleur colonisés et l'ouvrier français. Donc le combat n'est pas le même. Et par conséquent, pour toutes ces raisons, donc moi je pars. Donc c'est ça le contexte de la lettre. Et il part. Et 1 an après, il y a la fondation du Parti communiste martiniquais. Et 2 ans après, la création du Parti progressiste martiniquais. Donc ce que Serge Tali fait, et lui il dit, lorsqu'il est interrogé,
qu'il veut faire un travail d'historien en mettant des documents à la disposition des gens pour qu'on ne fasse pas des suppositions, mais pour qu'on ait la connaissance, pas pour dire je crois que. Ou Il donne. analyser, Donc il a ouais. fait un travail d'archives Compilation. pour pouvoir dire quelle était la réaction de tous les journaux en commentant la lettre de démission d'Aimé Césaire. Et puis il sort en même temps, mais alors vraiment totalement à l'opposé. Là, on était dans le passé, maintenant on est dans la science-fiction, on est dans l'avenir, les guerriers du temps. Et là, il projette une Caraïbe qui donne au monde ce que peut être la vie. C'est-à-dire qu'il nous dit l'Occident, les démocraties occidentales sont sur le déclin. Et la Caraïbe, elle donne un modèle où il y a les valeurs de respect, de métissage, de tolérance, sont celles qui sont prônées. Et en fait, il nous dit, voilà, en fait, en quelque sorte, comment les choses peuvent se passer. Et en fait, moi, après coup, il me semble que ce n'est pas un hasard. C'est volontairement qu'il sort les deux livres en même temps. Parce que 1956, c'est un moment de géopolitique où le monde bascule, puisque c'est la fin on voit l'éclatement au niveau de l'URSS, il y a la guerre froide qui va. Et maintenant, lorsque nous sommes là en ce moment avec un monde qui, en termes de géopolitique, est en train de changer, et donc lui, il se projette, et il se projette dans l'avenir, où il nous lance en quelque sorte un défi. La Caraïbe a toute sa place, sachons la prendre. Vous avez tous compris le message de Serge. Jingle musique. Christian, tu as la parole pour parler de deux monuments. Ce qui est extraordinaire, c'est que, bon, on sait bien comment la littérature a favorisé l'identité de nos pays. On voit bien, on parle d'Aimé Césaire, on parle d'Édouard Glissant, on parle de Patrice Chamoiseau, Frantz Fanon. Donc, c'est vrai que notre histoire est nourrie de personnages illustres. Voilà. J'ai choisi d'en parler de deux aujourd'hui pour commémorer leur disparition. D'abord, Marius Cultier, parce que je pense qu'il a tout à fait sa place au niveau de ces personnages-là. Et puis, Paul Rosine. Alors, Marius Cultier, il nous a laissé très tôt, à 43 ans. Vous voyez, il est né au Terre-Saint-Ville. On connaît son itinéraire au Canada, on connaît sa dimension, puisque ça a été le des premiers pianistes antillais qui a donné une expression mondiale à nos musiques. Voilà, et donc je vous invite déjà je veux témoigner, si vous voulez, notre reconnaissance à ces potomitans, et je vous invite à découvrir, à travers deux clips que j'ai sélectionnés, deux vidéos, le personnage et son expression. D'accord. Voilà, Concerto pour la fleur et l'oiseau, cette chanson merveilleuse qui a été interprétée, rappelons-le, par Jocelyne Biroir au concours de la chanson des Outre-mer. C'était un concours qui avait été organisé par Jacques Dieval et qui témoignait déjà effectivement des ressources culturelles que nous avions. Alors, cette chanson est vraiment magnifique. Elle a révélé Jocelyne Biroir. En plus, elle est apprise aujourd'hui dans de bonnes écoles et je crois que c'est vraiment quelque chose de sympathique, quoi. Voilà. Alors Marius, il a fait son itinéraire au Canada, il est revenu ici et puis il a ouvert une petite établissement qui s'appelait La Grange. Ouais. Et c'est là qu'il a commencé à exprimer, si vous voulez, toutes je veux dire, la progressivité, quoi, de la musique antillaise, hein, avec Jean-Marc Albici, avec Ralph Tama, avec Gisèle Cultier, son épouse, et avec Raphaël Rimbaud, que nous allons découvrir à travers cette projection que nous avons proposée pour nos téléspectateurs.
Voilà, donc, clin d'œil à tous ces gens, à la famille Cultier. Nous avions en 2015 fait une grosse manifestation au Parc Floral pour Exact. honorer, c'était les 30 années après son décès. Voilà. Alors, le deuxième personnage dont je vous parle, encore une fois, ce sont des personnages qui sont dans l'histoire martiniquaise et qui, à mon avis, doivent être connus de tous. C'est Paul Ozine. Paul Ozine qui a été, on le sait, celui qui a géré les Malavois, qui a emmené les Malavois en France, partout, et au Japon notamment. Alors, on va le découvrir à travers la chanson fétiche, quoi, Jouvet, qui est interprétée par Polo. Un monument. En liaison bigarrée, cagouleux en bas fromager. Le café, cabribois, chanson et caille de nuit. Mais la gare, respectée, en fauteuil cocoa. Levez, 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 levez dans ta main. Joue à cabaret, mettez-moi mon œuf. Levez, 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 levez dans cabanon. Joue à cabaret, mettez-moi mon œuf. Alors, Polo est parti, il avait 46 ans. Aujourd'hui, il aurait eu 77 ans. Oui. Et Dieu seul sait combien il aurait produit encore. Voilà. Mais en tout cas, il nous a donné quand même une base musicale, tant dans les mélodies, tant dans l'harmonie, tant dans la créolité aussi, parce que Polo était très fan de la description, si vous voulez, des réalités avec des mots. Un jour, on va faire un travail sur les expressions de Polo Ozine. Voilà. Et alors, Polo, donc, il s'est mis au chant. Alors là, je vais vous proposer une vidéo, c'est au Japon, puisque nous avons eu tous vécu, si vous voulez, cette importante prestation que le Malavon a fait au Japon. Et on va écouter Tout Jépagé, d'ailleurs, c'est une expression bien de Polo, Tout Jépagé. Président mettait à grand wrestling. Oui, descendre en ville, les affaires chaudes. Il parlait pas de force depuis la guerre. Ne disait pas je compte tous les jours. Gendarme la main de l'odeur aller. Quand on réparait tout tribunal. Ne disait pas je compte tous les jours. Mais je dis pas je compte tous les jours. Gendarme la main d'Odo aller. D'Odo réparer tout tribunal. Je dis c'est pas je compte tous les jours. Alors, Polo, c'est... Dieu soit loué, Malavroie est toujours là. Un clin d'œil à José Privat, Nicole Bernard et à tous ces musiciens merveilleux qui continuent à développer ce message au niveau mondial. Polo, c'est un répertoire, c'est la philo, c'est Marinelle, c'est Flébocaille, c'est le vieux couple, Antoinis, Despricorps, tout un répertoire, Jouvet, Belle de Nuit. Alors, allez sur YouTube, écoutez Polo Ozine, c'est important pour la jeunesse aujourd'hui. Voilà. Et puis, pour terminer, je vais vous inviter à écouter un titre d'Henri Salvador que Polo a exprimé et qui a dit toute son âme, quoi. Je suis en paix avec le monde. Je suis en paix avec le monde, Polo Ozine.
suis en paix avec le monde et je caresse l'illusion que tout va bien et que le monde est aussi en paix avec moi. Un oiseau chante, moi je chante avec l'oiseau. L'oiseau s'envole, je m'envole avec l'oiseau. L'oiseau s'éloigne, je m'éloigne avec l'oiseau. Vers les étoiles, plus haut, toujours plus haut. Merci à la famille Cultier, merci à la famille Oui, Rosine d'avoir contribué si merveilleusement à enjolir, si je puis dire, nos univers et nos expressions musicales. Je pense que vous aurez compris que nous sommes adeptes du beau, du juste, du bien, du vrai, et que pour certaines choses auxquelles on assiste ces jours-ci, nous tous, ça nous apprend bon fait. Hein. Non, mais comprenez, nous souffrons. Alors, la subtilité des choses dont parlait Eddy, la subtilité de la musique, la créativité, la beauté, l'ordre, la justice, c'est pas des choses qui sont à négliger, quoi. Faisons les choses bien, bien. À la semaine prochaine. Et merci tout le monde.